Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour ce premier atelier Jean d'Image pour cette nouvelle année. Je peux dire, Nathalie, qu'au nom de toute l'équipe de Jean d'Image, on souhaite une bonne année à toutes celles et ceux qui sont là. Absolument. Où tu veux le faire? On fait les deux. Je vous souhaite bonne année, bonne santé. Je l'ai dit un peu au fur et à mesure de vos arrivées. Donc, on est très contents de vous accueillir. On remercie bien sûr la DAGP qui nous accueille dans ce bel auditorium. Et puis, on va se régaler et vous repasser tout de suite la parole. Merci Nathalie. Donc, merci en effet à la DAGP de nous accueillir à nouveau. Merci à celles et ceux et tout l'ensemble des petites mains de Jean d'Image, communication, logistique, qui ont permis de donner de l'audience à cet atelier. Cet atelier qui a donc souhaité accueillir un photographe. Je ne sais même pas s'il faut dire photographe, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a un parcours atypique et qui cultive les expériences, les formes, les pratiques. Et cette personne s'appelle Maxime Richer. Merci Maxime d'être là. Alors on va se tutoyer, on va faire semblant de ne pas se connaître. On se connaît un petit peu, mais il y a plein de choses que j'ai envie d'entendre à travers ta parole, tes images, ton film. Vous allez voir qu'on va vous projeter beaucoup d'images, c'est aussi l'esprit des ateliers Jean d'Image, bienvenue Sylvaine. Et pour plein de raisons, mais je pense que vous comprenez lesquelles si vous suivez un petit peu l'actualité de Maxime Richer, l'atelier de ce soir prend aussi finalement une résonance un peu particulière par rapport à l'actualité dramatique en Californie et Los Angeles, sachant que le premier gros corpus que tu vas nous présenter s'appelle Paradise, qui était presque précurseur malheureusement il y a quelques années sur les grands feux de Californie. Ça sera aussi l'occasion de faire écho à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ceci étant dit, vous avez vu le titre de cet atelier qui est assez grandiloquent, hein, finalement, matérialité sensible et habitabilité du monde. Deux thématiques qu'on va aborder, que Maxime va aborder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que moi j'aime beaucoup les gens au parcours atypique, j'ai envie, parce que je sais pas tout finalement, de te poser la question que la photographie est arrivée assez récemment dans ton parcours. Tu as eu une vie avant, tu auras peut-être une vie après. Mais est-ce que tu peux nous présenter rapidement d'où tu viens, qui tu es, et tout ce que tu as pu faire avant que la photographie arrive comme ça, de manière comme peut-être, est-ce que c'était un besoin, est-ce que c'était une façon de raconter enfin qui tu étais, de traduire ce monde qui t'interroge tant. D'où viens-tu, Maxime Richer? Merci Philippe pour l'introduction et puis bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bonne année également, je suis ravi d'être là ce soir. C'est vraiment une belle invitation. C'est drôle parce que du coup, proportionnellement finalement, j'ai passé beaucoup plus de temps à être artiste et photographe que à faire ce que je faisais avant. Mais j'ai été ingénieur dans une autre vie, formé en tant qu'ingénieur dans les sciences de la vie. Et j'ai travaillé plusieurs années, 4 ans pour être précis, en tant que consultant pour des entreprises qui travaillaient aux États-Unis et en Europe dans les sciences de la vie. Ce qui m'importait, c'était l'humain, de pouvoir comprendre, soigner, aider l'humain. Ça a été une orientation assez tôt dans mon parcours d'ingénieur de choisir cette voie. Et puis, pour des raisons diverses, mais des désillusions au fil de ces expériences professionnelles, je m'étais dit qu'en fait, ça n'allait pas assez vite et ça n'avait pas vraiment l'impact que je voulais avoir. Et, c'est là que j'ai choisi de tout quitter et de devenir artiste et photographe au moment de la conférence de Copenhague sur le climat en 2009. Donc finalement, ça fait 15 ans que je suis photographe et artiste. Donc j'ai passé plus de temps à le faire, mais effectivement, mes intérêts d'avant et puis tout ce que j'ai appris et tout ça nourrissent toujours et orientent forcément mon regard sur le monde et aussi comment je construis mes projets. J'ai oublié de me présenter, je suis Philippe Guillaumy, je suis le directeur de la Villa Perrochon, qui est un centre d'art contemporain photographique d'intérêt national situé à 2 heures d'ici, à Niort. Voilà pour être complet. En t'écoutant, et je voulais aussi saluer à travers la question que je voulais te proposer maintenant, mais est-ce que tu as la sensation de t'inscrire dans une nouvelle génération de photographes, d'artistes photographes, avec des pratiques protéiformes, des questionnements croisés, une transversalité?
qui a la prétention d'interroger ce monde, à la fois le médium de la photographie, le monde tel qu'il évolue. Je voudrais saluer la présence d'Alice Palot, je voudrais saluer la présence de Sylvie Bonneau. En voilà trois avec toi qui peut-être, je suis sûr, je le devine, vous avez des points communs, vous avez des synergies. Est-ce que tu as le sentiment, bien modestement, de t'inscrire peut-être dans une génération qui veut proposer autre chose pour interroger ce monde par le médium de la photographie? C'est très drôle cette question parce que, effectivement, en plus, là, ces jours-ci, je suis en train de relire le livre de Michel Poivert sur la contre-culture dans la photographie parce que quand on s'est revu et qu'Alice en a parlé, je me suis dit, mais il y a quand même des passages qu'il faut que je revoie. Et en le relisant, je me rends compte effectivement de tout ce mouvement qu'il y a donc, chez les photographes actuellement, ces recherches de sortir un peu des cases qui étaient déjà établies, des styles de photographie, si on veut, qui avaient cours. Et en même temps, il se trouve que depuis cet automne, je commence un doctorat de recherche et création à Cergy Paris Université sur le rôle de l'artiste-chercheur, justement. Qu'est-ce qu'un artiste-chercheur et comment ce rôle-là peut contribuer au sujet d'habitabilité, de prendre soin de la planète, etc. Donc à travers l'art, la pratique artistique. Parce que j'ai identifié qu'effectivement, bon, après discussion aussi, Michel Poivert a été aussi mon co-directeur de résidence dans mon travail qu'on va présenter ce soir, donc on en a parlé aussi, mais il y a une grosse tendance chez les artistes à aller chercher ces collaborations avec des scientifiques, et aussi avec des scientifiques à aller chercher des collaborations avec des artistes. Ils en ont besoin, et donc finalement ça s'est trouvé assez bien que j'avais déjà un peu les deux dans mon histoire, et que j'avais envie de les rassembler depuis longtemps, et que ça s'est concrétisé à travers ce mouvement. Et du coup, pour répondre à ta question, effectivement, j'ai l'impression, et là ça se déclenche effectivement à travers cette recherche, de contribuer à chercher ce que c'est que cette nouvelle pratique et comment on peut pratiquer la photographie pour contribuer à ces causes-là et réinventer peut-être cette façon de faire de l'image. On vous présente notre régisseur qui s'appelle Noé, qui est dans une forme d'expérimentation aussi, mais au médium du son et de l'image. Noé voulait absolument être dans l'atelier Jean d'Image, à tout prix. Donc oui, c'est un travail collaboratif. J'en profite aussi, on a cité Alice, on a cité Sylvie, je pourrais aussi citer Anne-Modena Romero, je pourrais aussi citer Laure Winant, Colline Jourdan, elles sont nombreuses et nombreuses. Vous avez sûrement vu l'exposition récente à la MEP sur le végétal, les plantes. C'est aussi une génération qui... Ça se termine dimanche. Comment ? Poésie, ça se termine dimanche. Voilà. Aurélie travaille à la bibliothèque de la MEP, donc on va être précis. Tu as raison de prendre la parole. Et du coup, c'est déjà une 7-8 noms qui, finalement, ont ce continuum et cette volonté de nous montrer des choses avec un vrai point de vue d'une part, et avec un engagement, à mon avis, d'autre part. On va parler de l'actualité. Voilà. Comment tu as souhaité que cet atelier Jean d'Image soit sur ce premier focus, qui va être à la fois en termes d'image, vous allez voir, de film. C'est quelque chose que tu as construit il y a quelques années. Quelques mots sur cette série, Paradise, vous l'avez peut-être déjà vue, elle a été l'objet de très belles publications dans le Monde Magazine il y a quelques mois, il y a eu des prix, je ne rentre pas dans le détail, j'y reviendrai tout à l'heure. Paradise, en 2 mots, ou en un peu plus, comment cette série a émergé, comment elle est devenue une évidence, comment aujourd'hui, finalement, peut-être, avec l'actualité qui rebondit sans arrêt, qui rebondit encore, les feux ne sont pas éteints, comment tu as un retour sur ton propre travail? Est-ce que tu le juges visionnaire, précurseur, que l'histoire se renouvelle toujours et encore? Et j'ai envie de répondre oui à ça parce que c'est pas mon premier travail de photographe. Mon premier grand long projet documentaire s'appelle Climate Heroes, les héros du climat, et j'avais commencé en 2009-2010 pendant 8 ans. Et effectivement, c'est devenu un gros sujet. Après, il y a eu la COP21, il y a eu beaucoup de choses. Donc, j'ai déjà eu une fois cette sensation d'avoir effectivement beaucoup travaillé un sujet et puis finalement qu'ils finissent par devenir un peu sur le devant de la scène. Et puis cette fois-ci, c'était juste un résultat de ce premier travail, de me dire comment j'ouvre la problématique. On n'était pas juste sur est-ce qu'on émet du carbone ou comment, voilà, c'est quoi le changement climatique. C'était ici une volonté d'aller étudier, d'aller rencontrer des personnes qui vivaient dans
dans un lieu qui avait totalement brûlé, sous les conséquences de notre propre présence, puisque c'est une ligne électrique, là on voit sur l'image par exemple. Je vous expliquerai ce que c'est que cette image, mais des pylônes qui ont déclenché le feu qui a totalement brûlé la ville de Paradise en 2018. Donc pour le coup, c'est pas des choses qui peuvent se discuter, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas changement climatique, là c'était une cause humaine. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils avaient vécu en reconstruisant leur ville et la potentialité de rebrûler. Ce qui fait un écho assez triste aussi, du coup, à ce qui se passe en ce moment à Los Angeles, avec, là ici c'est une image de Copernicus, le satellite spatial européen, qui montre les deux feux de Los Angeles, le panache de fumée. Et pour le relier à ce travail, cette image, elle m'a rappelé une photographie que j'ai prise quand je suis retourné à Paradise l'année suivante avec la bourse du CNAP pour continuer mon travail, et qu'en arrivant, en se réveillant du vol, en fait, j'ai ouvert le hublot et j'ai vu un nuage de fumée avec un avion qui lâchait. Alors, vous voyez peut-être le petit point rouge sur la fumée. Donc, je voyais l'avion Dash qui lâchait le retardant chimique sur la fumée. Et je me suis dit, c'est quoi ce feu? Ça a l'air énorme. Et je regarde le plan de vol et en fait, c'est là où je vais. En fait, c'est à Paradise, ça brûle à nouveau. Et donc, c'était hyper fort de se dire que là, j'allais atterrir dans 30 minutes à San Francisco et que j'allais prendre la voiture et que j'allais arriver, que c'était à nouveau le cataclysme. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu mal de voir les choses se reproduire toujours parmi. Et à Los Angeles, en ce moment, on n'est pas touché, nous, on ne peut que essayer d'en pâtir à distance. Mais ça fait flipper. Et quand je suis rentré de Paradise, effectivement, ça brûlait beaucoup en Europe en 2021. Et c'est des choses qui ne sont pas du tout agréables. Donc c'est vrai que ça fait 2 fois que un sujet comme ça finit par devenir d'actualité. Et c'est un peu dommage. Enfin, bon, ça veut dire que j'ai senti les choses au bon moment, mais en même temps, c'est un peu énorme. Paradise, c'est donc un film qu'on va vous projeter dans quelques minutes, si tu le souhaites. C'est aussi un livre. Maxime a eu la gentillesse de nous en porter quelques-uns. Je le tiens entre les mains, il y en a 2-3 exemplaires, c'est pour le partager avec vous. C'est une édition assez récente, aux éditions André Frère, une édition qui compte dans le paysage de l'édition française. Le livre, c'était une façon incontournable pour vous de traduire et de laisser une trace de cette histoire. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'exposition, c'est génial, et il en faut, et en même temps, c'est éphémère, et on ne fait pas les mêmes choses. Dans un livre, c'est vrai que des fois, il y a certains projets, on verra un autre projet ce soir, où je l'ai imaginé dès le départ sous sa forme de livre. À la limite, s'il n'y a pas d'exposition, ça ne me dérangera pas, mais j'ai vraiment envie de faire un livre. Et là, à Paradise, j'ai en plus été chercher les témoignages des habitants, et donc il y a des formes écrites, manuscrites, qui pour moi n'existent que en livre. Et d'ailleurs, je dois payer hommage à tes conseils à ce sujet, parce que c'est suite à une discussion ensemble que j'ai fait ces manuscrits avec eux, et donc c'est des choses qui, pour moi, existent et sont importantes sous l'objet. On regarde le film. Allez. The fire burned up the homes of over 30,000 people in one day. We were all gone in one day, never to be seen again. They pulled dead people out of cars, pulled trees and electrical poles off the road, and we finally got in. The fire is now almost 3 years, and since then it has killed my brother and my mommy. They died of lonely sadness. And here I sit, alone. Avant de reparler du sujet, ce que tu mets comme conviction, en la lecture de ces images, je ne peux ne pas avoir un petit écho, un petit clin d'œil à deux traditions de la photographie contemporaine. L'une est américaine, en voyant la distance que tu mets dans certaines de tes images, et un certain rapport à la couleur. J'ai forcément, je pense, à une longue tradition de la photographie documentaire américaine, de Alex Sott à Stephen Shore, de William Eggleston à Joël Mirovitz. Et en même temps aussi, plus franco-français, j'ai une pensée émue pour 2 photographes qui ont énormément photographié les États-Unis dans les années 90, 2000 et encore récemment, les regrettés Ronan Guillou et Jérôme Brézillon. Au-delà de ces clins d'œil, il y a le sujet et le traitement de la couleur. Je ne peux ne pas te questionner là-dessus. Vous l'avez vu dans
les images de Maxime, il y a le sujet sensible, vous l'avez compris, on peut y revenir, mais il y a la façon de traduire ce sujet, puisqu'elle n'est pas anodine. Tu es intervenu sur le médium de la photographie. Tu as proposé colorimétrie bien particulière, je voudrais que tu nous en parles. Déjà, je suis très flatté des noms que tu as cités. C'est effectivement des grosses inspirations pour moi. Et également, à un moment, c'est vrai, quand on va aux États-Unis, on a cette photographie américaine aussi. C'est très typé iconographique, quoi, les États-Unis. Et quand je suis allé la première fois à Paradise, le feu avait déjà rasé la ville depuis un peu plus d'un an. Et donc, je savais que j'allais pas avoir de flammes. A priori, moi j'y allais en février. Bon, le feu a rasé la ville en novembre. Là, les feux de Los Angeles, c'est janvier. Donc ça veut un peu rien dire, ça veut plus rien dire. Mais j'ai choisi une pellicule. Alors tout ça, c'est de l'argentique. Et du coup, vous avez remarqué aussi que le film, il est composé que de photographie. C'est un film photographique. Donc on a dit film, c'est un film photographique parce que c'est important. Je trouve qu'on rend pas pareil dans l'histoire quand on a une vidéo qui bouge ou quand on a une image et qu'en fait les yeux doivent parcourir et aller creuser. On est beaucoup plus actif, je trouve, face à un film photographique que face à... On se laisse porter un peu plus sur un film vidéographique, on va dire. Petite parenthèse, mais donc effectivement, je savais que j'allais pas avoir de flamme, alors j'ai choisi d'utiliser une pellicule particulière qui est périmée, qui n'existe plus d'ailleurs. La Kodak Aérochrome, elle servait à faire des repérages aériens, pour faire d'ailleurs des repérages d'épaisseur de couverture végétale dans la forêt. Kodak l'avait mise au point pour ça. Vous connaissez peut-être le travail de Richard Moss, qui a fait toute une documentation au Congo. C'est la même pellicule, il ne l'a pas filtré pareil, donc il a un peu plus de rose. Moi, j'ai été chercher vraiment des couleurs, des rouges, des jaunes et des noirs. Je voulais vraiment ramener la palette des flammes dans les images. Et c'était une façon de parler de ce qui pouvait se passer à nouveau, de questionner notre lecture d'un paysage aussi, parce qu'on peut se dire « Ah, c'est des belles couleurs, c'est beau », enfin, le rouge c'est flatteur et en même temps c'est le danger, donc on est attiré par ces couleurs, et en même temps inconsciemment, on a tous en nous cette mémoire des flammes, enfin, on met jamais la main dans le feu, on sait qu'on va se brûler, et donc j'allais chercher cette sensation, tout en créant cette fausse réalité en fait, ou des flashbacks de ce qu'ils avaient pu voir, parce que les témoignages de ces personnes sont assez poignants et c'est pour ça que j'ai insisté aussi pour faire un film avec ces entretiens, parce que je travaille souvent avec du son. Je trouve que c'est aussi une façon de rendre hommage à leur histoire. Et moi, en tant que photographe, j'interprète, mais à un moment donné, je trouve ça bien de pouvoir donner aussi la parole aux personnes directement. Et donc, ce qu'ils ont toujours dans leur rétine, au fond de leur tête, quand ils en parlent, en fait, ils ont la gorge qui se noue. Et moi, j'essaie de ramener ces images qu'ils avaient pu voir, que j'ai jamais vues, heureusement, mais en même temps, c'est comment on représente ces brasiers, ces couleurs qu'on voit sur les réseaux sociaux maintenant un peu de partout. Bah, eux, ils ont ça, ils ont ce cauchemar en fait qui leur revient régulièrement. Et du coup, pour refaire une petite parenthèse sur la forme du livre, c'est aussi comme ça qu'on l'a construit et qu'on a voulu avoir ces petites hallucinations qui viennent par intermittence, qui reviennent. Et donc, cette récurrence, elle est à la fois dans la forme de l'objet, à la fois dans les images ici, et puis dans la série, donc j'intercale ces images pour suggérer comme ces cauchemars réveillés en fait, de ces personnes. Ce rouge dont on parle, vous pourriez nous le remontrer pour la bien sûr. Donc effectivement, par exemple, ici, c'est une maison qui a été construite par une des personnes sur un terrain qu'elle a pu acquérir après Campfire, donc après le premier feu. Tout un parcours du combattant pour reconstruire une maison, parce que les coûts de l'habitat ont augmenté, il fallait nettoyer le terrain, il fallait la réglementation pour l'accès à l'eau, l'électricité, enfin tout est plus cher qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans quand les premières maisons, où sa maison avait été construite. Donc elle construit sa petite maison, super, et puis moi je suis là en 2021, donc je l'ai rencontré plusieurs fois, et je tombe sur sa nouvelle maison, et là je vois ses herbes autour, donc là je sais, je connais le médium que j'emploie, et je me dis, ok, ça va sortir en rouge sur cette pellicule. Donc je ne peux pas m'empêcher de voir les flammes qui lèchent la maison et qui sont prêtes à la brûler à nouveau. En même temps, dans le ciel, on a la fumée du feu de 2021, et on a ces arbres qui ont été à moitié brûlés en 2018. Donc ce genre d'image-là, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller questionner ce qu'on voit nous. C'était de l'herbe verte, il n'y avait rien de méchant.
Mais c'est questionner ce qu'on peut avoir quand on a une scène comme ça, par exemple. Voilà, c'est dur, on a des carcasses de voitures, mais quand on a des images qui nous font un peu sortir de la représentation directe du paysage, ça parle de nous, comment on voit la nature, qui n'a pas de bonnes ou de mauvaises intentions, on le sait. Tout le végétal qu'on voit en rouge sur tes images est en fait vert. C'est, voilà, j'ai pas été maître de la... Non, mais effectivement, cette pellicule... Ah, voilà, alors ça c'est intéressant parce que par exemple, il y a une des images, moi, qui me plaît bien, qui est ici. Les antifeux sont... Voilà, donc après j'en joue après, mais bon, là c'est un deuxième niveau, mais effectivement, quand je tombe sur une scène comme celle-là qui, en soi, est un peu surréaliste, où l'avion de pompier, enfin l'avion Dash a été étendre son retardant chimique sur la forêt pour empêcher la progression du feu, et qu'on voit du rose fluo sur les rochers, sur les arbres et tout, on se dit, ah c'est étrange, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc effectivement, ça c'est une des images, par exemple, c'est de la couleur classique, mais sinon, à chaque fois qu'on voit ces rouges incandescents dans les images, c'est que c'est la pellicule infrarouge, la diapositive infrarouge, pour être précis même, qui est une diapo, donc c'est-à-dire qu'on a très très peu de latitude d'exposition pour avoir la bonne couleur. Et je savais qu'en y retournant, et c'est pour ça que je suis retourné en été 2021, dès que j'ai eu en fait la bourse du CNAP, j'ai sauté sur mon téléphone pour avoir un rendez-vous à l'ambassade américaine pour pouvoir avoir une autorisation à l'époque, avec le Covid, il fallait encore avoir des autorisations spéciales, pour pouvoir arriver en été là-bas, et pour avoir ce maximum de feuilles vertes pour pouvoir utiliser, exploiter au maximum mon idée artistique, mon procédé pour représenter ces visions du paysage. Et c'est à partir de ce procédé qu'il y a des mots qui m'intriguent dans ce que j'ai lu, dans ce que tu dis de ta propre photographie, en tout cas par rapport à cette série, de documentaire spéculatif. C'est ça le documentaire spéculatif? C'est cette idée de, comme dit Sylvain, passer du vert au rouge. Alors c'est plus complexe, mais c'est beaucoup de choses à la fois le documentaire spéculatif. C'est drôle parce que c'est un mot que j'ai trouvé à force de chercher comment j'allais parler de ce que je faisais. Et après, j'ai trouvé plein de références de choses qui correspondaient à ça. Et finalement, en philosophie, il y a un courant qui s'appelle le réalisme spéculatif. C'est des gens qui disent, en fait, il peut se passer un truc, mais peut-être qu'il se passe autre chose, et on ne sait pas si c'est ça la réalité ou si c'est autre chose. Ça dépend de qui le voit, comment on le voit, etc. Le chat de Schrödinger dans sa boîte, est-ce que quand on ouvre la porte du frigo, la lumière est déjà allumée ou elle s'allume quand on l'ouvre? On sait ça, mais c'est un peu c'est ce genre de questions qui se posent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de choses possibles. Et que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le documentaire, la straight photographie aussi, ce genre de courant photographique, souvent on se dit, on documente le présent. On parle du passé, on travaille sur l'archive. Là, en fait, moi, je parle du présent, forcément, je suis là maintenant tout de suite, je fais de la photo. Par contre, ce que j'aime, c'est lancer des pistes sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Ce genre de choses, par exemple, c'était, oui, il y a peut-être une récurrence, peut-être les feuilles vont revenir. Oui, en fait, ils sont revenus. Mais je ne le savais pas, mais c'est être... Il y a des philosophes qui... Alfred North Whitehead, on n'invente pas un mot comme ça, mais il appelle ça l'insistance des possibles. Et donc, ça veut dire que c'est pas juste des choix simples A ou B, où vous préférez payer par carte bancaire ou par chèque. Peut-être que j'ai pas envie d'acheter. Enfin, il y a d'autres possibilités, quoi. Et en fait, si on est sensible à toutes ces choses-là, il y a plein de choses qui peuvent advenir. Quel choix on va faire aujourd'hui pour maintenir nos conditions de vie sur la planète, quoi. Donc, quand on est face à un feu comme ça, est-ce qu'on retourne habiter au même endroit? Est-ce qu'on refait pareil? Ou est-ce que finalement c'est tout un rapport à la nature, à la recherche de la nature et de la wilderness américaine qu'il faut un peu remettre en cause, quoi. Et donc ce qui me plaît dans ce mot spéculatif, c'est pas la spéculation financière, c'est le latin spéculateur, ça veut dire le guetteur, l'espion, mais le guetteur, celui de la sentinelle, celui qui regardait un peu en avant, etc., ou qui était sensible à ce qui se passait et ce qui changeait, quoi. Donc c'est plus ça, quoi. C'est plus qu'est-ce qui peut se passer, et qu'est-ce qui peut changer, et qu'est-ce qu'on peut sentir autrement, et c'est quoi le millier de possibilités qu'il y a à partir de maintenant. Avec, ou pas, peut-être c'est trop fort ce que je veux dire, avec un soupçon d'être un lanceur d'alerte, ou pas du tout, ou je vais trop loin. Alors, bon, forcément, tout ce qu'on fait, c'est politique. La science, c'est politique, l'art, c'est politique, tout ça, mais par contre, moi, je reste artiste et je ne donne pas de réponse et je lance des pistes pour ressentir les choses. Et donc après, ce que j'espère, c'est que, à
Après, chacun va s'en emparer différemment, ressentir les choses différemment. Et donc, c'est pas une volonté de contester j'essaye de pas trop rentrer dans ces débats, disons, dans ces dualismes, quoi. J'essaie d'être plus fin. Est-ce que pour toi, cette série, est-ce que la parenthèse était refermée, si on oublie l'actualité récente? Ou est-ce que, du coup, ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, en Californie, à Los Angeles, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, du coup, ça te permet de revenir sur cette histoire, de revenir sur ton travail? Est-ce que tu as été sollicité pour des témoignages, des interviews? Est-ce que tu es devenu un spécialiste des méga-feux dans la photographie française? Est-ce que ce travail rebondit parce qu'il y a une actualité forte? Si seulement, je sais pas, mais non, en fait, pour l'instant, c'est pas passé grand-chose. Peut-être même au contraire, j'avais des discussions en cours sur des expositions à Los Angeles qui peut-être n'auront pas lieu, du coup. À la fois parce qu'il y aura peut-être plus les lieux d'expo et en même temps parce que c'est un sujet qui est peut-être trop dur maintenant, même pour Los Angeles. Donc, non. La suite de ton PDF, vous allez voir, il y a 70, 80, 90 images, bon, peu importe, mais en tout cas, on a choisi de vous montrer beaucoup de photographies issues de plusieurs séries et autant d'étapes de vie de ce chercheur, photographe-chercheur. Et vous allez voir que même Maxime se transforme en alchimiste du laboratoire photographique pour questionner autrement le médium de la photographie et cette surface sensible en perpétuelle évolution. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui cohabitent en toi, Maxime. Je ne sais pas comment tu vas régler tout ça à l'avenir, mais il y a plusieurs Maximes en même temps qui essaient de cheminer. La série à laquelle je faisais aussi écho, et surtout ce questionnement du support, du médium, de la surface, de la matérialité de la photographie. Ça, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ou c'est venu au fur et à mesure des rencontres de scientifiques? Je sais que tu as échangé avec beaucoup de scientifiques pour tous tes projets, pour tes questionnements actuels. Mais comment est venue cette envie, vous allez voir le film qui est très court et passionnant, d'interroger la matérialité de l'image, quelque part? C'est des choses qui sont venues au fil de l'eau, mais quand je me suis trouvé face à la cendre à Paradise et que j'ai été les pieds dans la cendre et l'odeur, enfin c'est assez particulier pendant plus d'un mois la deuxième fois, et j'avais envie d'aller pousser l'exploration, et j'ai pas ramené avec moi, on ne peut pas prendre l'avion avec de la cendre, c'est considéré comme une arme visiblement en cabine, on m'a dit. Et du coup, j'ai envoyé par la poste 1 kilo de cendre que j'ai été gratter sur les troncs des arbres qui avaient été brûlés en 2018 par Campfire, avec l'idée d'en faire quelque chose. Et ce que je voulais faire, c'était un tirage couleur avec cette cendre qui compose les noirs du tirage. Pour l'histoire, c'était d'ailleurs, j'en avais parlé à Héloïse Conesa à l'époque, qui préparait l'expo Épreuve de la matière, qui m'a dit j'en veux une dans l'expo. Ouais, mais le procédé n'existe pas, quoi. Et j'ai mis 1 an et demi avec un tireur spécialisé à réussir à mettre au point ce procédé à partir de techniques anciennes de pictorialistes. Donc c'était un courant du siècle précédent où la photo était un peu honteuse, ils avaient envie de ressembler plus à la peinture, à l'unicité, quoi, et pas à la photographie reproductive, etc. Donc on a combiné, détourné, modifié, voilà. On a beaucoup cherché comment faire ces images, où je ne sais pas si ça rend bien à l'écran, mais en fait finalement je voulais la poudre de la cendre, la matière, les grains de cendre à la surface du tirage. Et donc voilà, on a réussi à le faire. Et c'est vrai que finalement cette idée m'a fait rebondir parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel, ce que je suis en train de dire dans mes sujets, hein, le réel, il contraint forcément ce qu'on fait, quoi. On est sur une planète finie, avec des limites, on ne peut pas faire ce qu'on veut. À un moment donné, le feu, il arrive, on ne peut pas habiter là où on veut, partout où on veut, quoi. Il va falloir se limiter. C'est un peu le fil rouge de mon travail, là, les limites, quand on essaie toujours de repousser, on fait toujours plus. Bah là, ici, la matière, elle vient limiter ma façon de travailler, mais en même temps, la contrainte est créative, et du coup, c'est intéressant. Ça veut dire que je photographie autrement, ça veut dire que je travaille avec ce matériau et ça vient m'inspirer aussi, donc j'en tire quelque chose, c'est vachement stimulant.
Et finalement, je trouve ça assez beau, cet aller-retour, ce petit jeu qui se passe entre moi et mon sujet, et puis ce que ça m'évoque, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris goût, et que l'argentique, c'est déjà une première étape, si on veut, parce que finalement, déjà sur un rouleau moyen format, il y a 10 vues, et puis après, stop. Puis ça coûte plus cher, on en prend moins, puis il y a la pellicule, on ne sait pas trop comment ça réagit. C'est pas aussi à foison que du numérique, et puis en post-prod, par exemple, si j'avais dû faire ça, ces images-là en numérique, j'aurais jamais su quelle couleur, où je m'arrêtais. Enfin, donc finalement, c'est pratique aussi, parce que ça m'évite des choix. Ça me simplifie la vie, mais en même temps, voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Et sur tous mes sujets, maintenant, je me suis pris au jeu et j'aime bien aller explorer cette matérialité et du coup être plus réceptif à ce qui se passe et qu'est-ce que mon sujet me dit. C'est la raison pour laquelle tu as souhaité partager avec nous ce soir un petit film qui vous allez en savoir un peu plus sur ce processus, en écho à ce que Maxime vient de dire de manière un peu préambule, pour le partage du contexte. Vous allez voir un film qui est court, vous allez voir l'antre du... Oui, c'est pas explicatif, c'est juste pour vous permettre de voir en image, de peut-être ressentir un petit peu ce que c'est que ce procédé, ce 2 minutes. Tu nous dis qui, où. Donc c'est fait avec le laboratoire Maison Picturale, qui est à Paris, qui on a travaillé pour créer ce procédé. Je te laisse commenter, peut-être en direct si tu veux. Voilà, on part de la cendre, je t'ai broyé Tu vois, à un moment, doucement. Et puis on va... L'important, c'est d'avoir au moins des beaux blancs. Couleur par couleur. En insolant un papier sensibilisé avec et puis on par la couche de jaune. C'est tout des pigments naturels, les jaunes, les rouges, etc. C'est à partir d'ocre. On n'a pas besoin de pigments synthétiques pour faire cette couleur-là, parce que c'est la pierre, en fait. Couleur provençale, la rosette. Donc on a une base d'image avec les couleurs, et on applique ensuite une gélatine à la surface du tirage, une gélatine naturelle, et puis on va à nouveau insoler le tirage pour que cette gélatine elle puisse accueillir la cendre et la résine de pain combinée. On va 10 secondes par 10 secondes. On va sensibiliser, on va prendre dans un bain d'eau chaude, et puis on voit que la gélatine à la surface elle a gonflé à certains endroits, et on va y appliquer le mélange de cendre et de résine. Donc c'est pas au pinceau, on va pas coller des choses juste là où il y a des noirs. En fait, c'est beau, ça se pose vraiment directement où il faut, quoi. C'est un geste photographique qui permet que du coup la cendre reste fixée uniquement dans les noirs. Donc en fait on obtient une pièce unique parce que comme c'est fait à la main à chaque fois qu'on la place. D'abord, doucement. Ce qui permet d'avoir ces grains de cendre qui restent uniquement dans les bancs profonds. On peut, à ce stade de l'échange, peut-être vous inviter à réagir, à la fois sur la série Paradise, et peut-être commençons, si vous le souhaitez, par ce que vous venez de voir, à la fois cette alchimie assez incroyable et magique. Je sais que dans la salle, il y a des personnes, par leur histoire personnelle, professionnelle, artistique, ont une expérience très longue de tout ce qui se passe dans l'antre du laboratoire, mais aussi pour interroger cette surface sensible de la photographie. Tu as parlé de collecte tout à l'heure, c'est vrai que je ne peux pas penser au travail d'Alice Palot, qui va chercher des algues maudites pour aussi, comme matrice première de son travail photographique, il y a d'autres personnes également. Eric a le micro, il est prêt à dégainer, on peut vous inviter à réagir et à poser des questions à Maxime surtout. Alors Maxime, je voulais déjà réagir, mais maintenant j'ai même le droit de réagir. J'ai pas compris pourquoi le noir reste que dans les noirs, parce que tu as mis la gélatine uniformément. Oui, je vais pas tout montrer dans le film parce que c'est pas un tutoriel, mais c'est plus pour donner la sensation. Et donc à chaque étape, on va insoler la feuille sensibilisée avec le négatif qui correspond à la couleur. Pour le rouge, c'est un négatif, pour le noir, c'est un autre négatif.
Et donc la lumière, elle va venir toucher le papier que là où ce négatif laisse passer la lumière. D'où le fait que ça réagit que à cet endroit-là. Le prénom de la personne qui vient de prendre la parole est Dana, photographe roumaine très talentueuse, qui interroge énormément également, tu le sais, le végétal, la forêt, etc. Oui, on a senti qu'il y avait une volonté de produits naturels. C'est revenu à plusieurs reprises. Il y a une gélatine aussi. Qui est donc naturelle, qui est composée. C'est des gélatines animales malheureusement, parce que ça ne marche pas pareil avec les gélatines végétales. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une alternative. Si on parle de véganisme, on n'y est pas encore. Est-ce que ça pourrait être une autre étape, une prochaine étape, ça? Il y a des choses qui existent, par exemple, à partir de déchets de poissons. Mon projet d'après, voilà, c'est la base du, c'est la base de l'expérimentation. Voilà. Et je te remercie d'ailleurs, on en parlait un tout petit peu, ça sera la troisième et dernière séquence de cet atelier, de partager avec nous, j'en perds la voix, des questionnements actuels et des recherches futures. Oui, donc effectivement, c'est un projet en cours qui traite de l'enfouissement des déchets nucléaires, mais pas tant des aspects techniques. Voilà, il y en a, et il faut les adresser évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des projets qui vont durer 100 000 ans ou plus. Bon, on ne sera jamais là pour les voir, moi non plus. Par contre, c'est, je trouve, un point de départ fou pour cette histoire. Et donc, je parcours ces sites d'enfouissement en Europe, principalement, aux alentours également, et je documente les lieux à la manière d'un archéologue qui reviendrait et qui découvrirait en fait ces signes, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va prévenir dans 50 000 ans, 100 000 ans des êtres, disons des êtres, parce que je ne sais pas si ce sera des êtres humains ou pas, enfin, voilà, qui pourront découvrir ça et comment on les prévient. Donc je documente les personnes qui vivent sur ces territoires, je m'arrête sur des choses qui me questionnent, comme si on découvrait des traces de notre passage dans des millénaires, et progressivement j'efface mes négatifs. Et donc, je sais, toi, tu as déjà vu les dossiers que j'ai construits sur ce sujet, mais j'ai travaillé avec des chercheurs nucléaires pour effacer mes négatifs avec les mêmes rayonnements que ces rayonnements qui sont mortels et qui constituent la part la plus dangereuse en fait, des déchets radioactifs. Donc, c'est des expérimentations qu'on mis aussi assez longtemps et qui me permettent de parler de notre disparition, de la perte de la mémoire de ces sites aussi. Et finalement de contraster la permanence, les millions d'années que peuvent durer ces éléments qu'on crée, pas très longtemps finalement, avec notre passage qui est assez bref, et avec ces traces qu'on va laisser et qui vont impacter des milliers d'années, des milliers de générations. Donc c'est un travail en cours qui effectivement donne lieu là aussi à une expérimentation. Donc je pars d'une base, tu vois, il y a du portrait aussi, pas me refaire, j'aime beaucoup donc cette photographie documentaire. Voilà, je pars toujours de cette base réelle, de ce documentaire. Je suis pas dans un truc que j'ai complètement fantasmé, donc c'est important pour moi de l'ancrer là-dedans. Par contre, après je pars. Et effectivement, je réinterprète des choses que je vois, qui me posent question ou qui me permettent de tisser cette narration autour de cette idée un peu folle, un peu fantastique. En fait, on est très fort à inventer des super histoires déjà, donc moi je fais que m'en servir pour créer des narrations qui partent dans un futur indéfini finalement. Et donc ces images qui me permettent de tisser ces histoires, ces pistes possibles. Après voilà, je m'en sers pour faire ici notre expérience. J'ai ramassé des roches au fond de ces sites, c'est à 500 mètres de profondeur. Et j'en crée des objets qui deviennent du coup des objets permanents de mémoire, puisque cette roche qui a des millions d'années, elle ne va jamais se désagréger finalement. Donc peut-être qu'il faudrait que je trouve un support indestructible. Il y en a déjà qu'on fait des tirages sur des supports en saphir, ce genre de choses. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis au premier test avec ces roches, ces gommes minérales. Donc c'est ce granit finlandais ou cette argile français qui viennent constituer ces photos tout à fait pâles, tout à fait évanescentes, comme si elles avaient été effacées finalement. Et ça parle de notre absence, de notre disparition, de la mémoire qui s'en va. Je note que le cheminement est le même finalement, comme tout à l'heure. C'est
le premier pas est une collecte de matériaux qui devient la matrice de ton expérimentation en photographie. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'aussi là, les images effacées, forcément je rentre avec de mon terrain et puis je vais travailler en laboratoire. Enfin, là, ici c'est avant le développement hein, parce que j'efface mon négatif, il n'y a plus le négatif est défoncé, il n'y a plus de négatif. Quoi. Mais c'est volontaire. Je n'ai pas envie de garder une sécurité et de pouvoir revenir dessus. Quoi. C'est quelque chose de définitif. Où en es-tu aujourd'hui de tes questionnements? Comment tu te projettes dans les mois qui viennent? Tu es parti dans une quête de recherche, d'expérimentation. Est-ce que tu sais à peu près déjà où tu veux aller ou pas? Alors c'est vachement intéressant parce qu'effectivement là je suis rentré dans un processus de création parce que c'est une recherche et une création qui va durer 3 ans. C'est à peu près les durées de toute façon d'un projet en général quand je l'ai fait, c'est 2 à 3 ans. Il faut du temps, c'est ce qu'on voit souvent quand je vais sur le terrain. Là j'étais avec des journalistes, on a été soutenu par un fonds de journalisme européen pour l'indépendance de l'investigation journalistique par exemple sur ce sujet. Eux, il reste 3 jours et puis ils ont rencontré tout le monde, ils ont fait des entretiens. Bon, moi, je reste 2 semaines, je vais traîner dans la forêt, je vais un peu partout fouiner, faire des photos. Donc ça met du temps. Et en même temps, là, ça permet d'aller réfléchir sur une autre histoire qui, si je dois avancer, je vais avancer comme ça, je pense que ça sera plus Vous simple. allez voir, là, c'est du bonus. Hein. Vous allez voir, c'est surprenant. C'est quelque chose que tu as initié, c'est très récent. Suite à une résidence en tant qu'artiste, la capsule. Ah oui, très bien, donc métaformance, ok. Dès qu'on en parle, parce que vous allez voir, c'est aussi cette qualité que les artistes, chercheurs, peu importe, ont, c'est cette capacité à chaque série de se renouveler dans la forme, dans l'approche. Et tu en fais partie. Du coup, là, c'est intéressant effectivement parce que je ne fais pas que du paysage et je ne fais pas que des choses sur l'environnement, mais par contre, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que mon fil rouge de travail, jusqu'où on veut aller et jusqu'où on pousse la limite, et ici, il a trouvé sa forme dans cet appel à résidence. Donc, c'était la capsule, Arnaud Lévénès du réseau Diagonal, donc, qui a lancé cet appel avec Michel Poivert, le Collège international de photographie Grand Paris. Donc, la capsule, c'est au Bourget. Dans ici, un lieu qui d'ailleurs est malheureusement menacé de fermer dans quelques années. Ils avaient gagné cet appel du ministère de la Culture en prévision des JO, en disant la Bourget construit le mur d'escalade et on a envie de parler à la fois d'escalade, mais à travers ça finalement de notre envie d'ascension. Parce que l'escalade c'est un peu ce symbole de monter en haut, la main, gravir, etc. Donc moi, je suis parti pour répondre à cet appel. Je suis parti dans quelque chose de totalement fou. Je ne sais pas si vous avez vu David Cronenberg, Les Crimes du futur, où ils font de la chirurgie récréative parce qu'ils ne sentent plus la douleur et tout. Et donc le corps devient un outil de performance artistique. Et je me suis dit, mais c'est totalement dystopique ce truc, c'est fou. Mais par contre, quand j'ai fait des recherches, je me rends compte que des chercheurs se posent sérieusement la question à partir de quand on va vouloir se mutiler pour avoir des prothèses pour être plus performant. Depuis qu'il y a eu Oscar Pistorius qui a couru plus vite qu'un valide à Pékin, depuis qu'il y a toutes ces augmentations possibles. Et je suis parti sur ça. Et je me suis dit, finalement, c'est à partir de quand on repousse la limite du corps et qu'on se dit, on franchit même la limite du corps pour la performance. Mais c'est dans quel but? Juste pour le spectacle. Donc les JO, c'était aussi un sujet un petit peu critique sur ça. Donc je suis reparti vraiment à l'origine, notre relation à l'envie de monter, de gravir la montagne. Pourquoi depuis que l'homme est homme, il veut monter, voir là-haut ce qui se passe, quoi. Et qu'est-ce que ça fait de toucher du rocher, d'aller sentir vraiment ce contact de la roche, ce balai qui peut se passer sur le rocher. Pour, petite parenthèse, mais effectivement, on s'est aussi amusé, là, on a fait des tirages avec la résine de prise d'escalade. Donc, c'est ça que je voulais tout parler. C'était le petit clin d'œil, parce que je sais qu'en plus, pour Michel, c'était vraiment un élément important, et pour moi aussi, j'avais envie de tester ça, et on s'est dit, mais en fait, on a fait ça avec de la cendre, on a fait ça avec des roches, allons-y, quoi. Donc, j'ai cassé des prises d'escalade pendant des heures, avec un burin et un pilon, là, pour... c'est hyper dur, c'est horrible l'odeur du polyuréthane, avec un masque et des lunettes et tout, mais pour faire des grains, pour arriver à s'en servir comme un pigment aussi pour faire nos figures abstraites, là, des murs que j'avais photographiés là où l'équipe de France s'entraînait.
Et donc voilà, il y a des choses sur le spectacle et il y a des choses sur l'augmentation et l'analyse du mouvement du sportif dans tous ses moindres détails pour essayer d'optimiser le petit centième de seconde. Ryan Burton, que vous connaissez sûrement, qui a été en finale. Et puis d'essayer de surpasser en fait la performance du corps. Donc en parlant de corps ici, je parle encore de la même chose finalement, c'est cette limite qu'on a envie d'outrepasser et qui pose la question de jusqu'où on veut aller. Et en même temps d'aller voir ces athlètes paralympiques qui décrivent le bonheur qu'ils ont eu de choisir de se couper une jambe parce qu'à un moment donné, ils n'arrivaient plus à se soigner d'une maladie et d'avoir cette prothèse et de se redécouvrir à travers ce sport qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est hyper inspirant aussi. Ça pose question, mais du coup, ça enlève tout ce fantasme qu'on peut avoir en fait de la prothèse, l'homme bionique, l'homme augmenté, etc. Et ça pose question sur notre humanité finalement. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, l'exploration de ce projet-là. C'était d'aller titiller cette donc métaformance, c'est la performance, mais méta, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand finalement le corps n'arrive plus à performer? Et ça fait des années que les athlètes ils plafonnent plus ou moins. À partir de quand on va dépasser cette limite? Dans tes interviews, tu parles souvent de notre refus des limites physiques et philosophiques. Voilà notre bon exemple. C'est ça. Là, c'est plutôt, on est encore sur le côté philosophique, encore que il y en a qui. Mais c'est vraiment un sujet de recherche en sciences humaines et sociales. Donc c'est pour ça que je suis pas parti totalement d'une fiction, mais ça m'a beaucoup questionné. Je trouvais intéressant que tu le partages avec nous aussi, puisque certes, c'est dans le cadre d'un appel à projet, mais donc on pourrait considérer que le cadre de création est un peu différent. Mais moi, j'y vois au contraire une continuité forte et évidente. Tu parles de collecte, tu parles de transmission, tu parles de l'expérimentation entre tes sujets dits plus personnels, Paradise, etc., et quelque chose qui est plus contraint, puisqu'il y a une contrainte de temps et d'espace. Le temps d'une résidence est forcément court, mais en même temps, peu importe le contexte, le propos est le même. C'est ce que je voulais aussi signifier à travers ce dernier corpus que tu partages avec nous ce soir. Et je te remercie d'avoir joué le jeu. C'est aussi une édition, puisqu'à chaque fois, tu es très organisé dans tes travaux. Il y a toujours. C'est grâce à la capsule et Arnaud qui a beaucoup. Voilà, une édition qui sanctionne, qui referme la parenthèse d'un propos, d'une série. Là, c'est un petit. Il n'y a pas de petit livre, hein, mais un plus petit format. Je dis ça sous le contrôle de Alex Courbiac. Il n'y a pas de petit livre, d'accord là. Mais ça, c'est encore une fois important. Ce que je tiens entre les mains. Hein. Oui, c'est vrai que ça permet de garder une trace aussi. Alors, la capsule, c'est au Bourget, c'est plus difficile pour faire venir du monde. On a eu la chance de l'exposer au Palais de Tokyo pour le Parlement de la photo, quand même, ce projet. Donc, au moins, on a quand même eu une preview pour faire venir les gens au vernissage. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir garder une trace. Et pareil, tous les chercheurs avec qui j'ai parlé, je leur ai envoyé des exemplaires. Tous les athlètes de l'équipe de France que j'ai photographiés aussi. Je trouve ça important, c'est une façon de rendre. Et donc, j'espère pour Paradise que se passera la même chose, que je pourrai apporter des livres aux personnes que j'ai photographiées à un moment où ça sera un peu plus apaisé et dans des conditions pour qu'ils puissent aussi, eux, être fiers ils étaient fiers déjà de voir quelqu'un qui venait raconter leur histoire, mais avoir une trace de ça. Toutes ces séries successives, finalement, qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur toi? Oui, je sais, la question est terrible. Sur toi, avec ce médium que tu as choisi, personne ne te l'a imposé. Qu'est-ce que tu apprends finalement? Qu'est-ce que tu retires de tout ça? J'apprends qu'en fait, j'en sais rien, tellement il y a de choses à explorer, c'est génial. Parce que j'ai ouvert une boîte et il y a tellement de choses. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on se dit, je me mets des contraintes, je limite, j'utilise des limitations, mais en fait, c'est quand même infini. Et ça, c'est comme l'amour, c'est infini. Il y a un truc, il n'y a pas une production avec des chiffres, etc., mais c'est quand même infini. Donc ça, c'est un peu ça. C'est un peu l'éducation, c'est infini, la connaissance, voilà. Bah, finalement, là, j'ai l'impression d'être dans un truc infini, avec plein d'exploration, et puis, c'est pas pour faire la même chose à chaque fois, d'aller trouver le petit gimmick et tout, c'est juste qu'il y a des fois, je me dis, mais ça, c'est génial, parce que ça me donne des idées, ça me permet aussi d'aller voir mon sujet autrement, quand je suis sur le terrain, face à une situation, et que je me dis, ah ouais, j'ai un processus là qui est en train de se mettre en place, un procédé, et je vais pouvoir jouer avec. Finalement, c'est moi que ça influence au moment où je prends la photo. Je la prends pas pareil. Et je trouve que c'est chouette d'être sensible, d'être réceptif
à ce qui se passe. Je ne suis pas juste en train d'arriver avec un point de vue établi et je repars avec le même point de vue. J'ai changé aussi. Finalement, j'apprends, c'est génial. Est-ce que tu as été déjà invité à intervenir, toi l'ingénieur, avant? Mais est-ce que tu as été invité à intervenir dans des écoles, dans des structures d'ingénieurs pour raconter tout ça et peut-être pour libérer leur part artistique qu'ils ne voient pas, ou qu'ils ne veulent pas voir ou qu'on leur laisse pas exprimer? C'est une bonne question et tu ne le savais pas, mais tu es tombé très juste. Mais je vais faire mon premier cours dans un MBA d'économie sur la gestion des risques. Au printemps. Et je ne sais pas du tout ce que je vais leur raconter. Par contre, le deal, c'est que je pars de mes photos. Donc finalement, je pense qu'ils vont pas trop comprendre ce qui leur arrive, mais on va partir de méga incendies, de centrales nucléaires et de projets à 500 mètres de fond pour parler de risques économiques, quoi. Et moi, je ne suis pas du tout expert de ça. Par contre, c'est bon, ça va se faire, mais il va falloir qu'ils digèrent le truc. Mais je pense que c'est bien parce que ça. Et c'est ce que j'ai identifié, c'est ce qu'a lancé cette envie de recherche avec ce doctorat, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques, mais des scientifiques de sciences dures aussi, hein, qui ont besoin des arts. En fait, à un moment donné, ils se sont rendus compte que la science très cartésienne, très l'esprit domine la matière, etc., ça marchait pas. Ça marchait plus pour expliquer le monde. Il manquait cette sensibilité pour être ouvert, réceptif à ce qui. C'est un autre mythologie, un autre mécanisme, c'est tout un autre narratif qu'il faut remettre. Et là, ils en ont besoin pour ça. Donc ça m'a beaucoup motivé à me lancer dans ce calvaire de la recherche doctorale, parce que finalement, je me dis, c'est un appel, c'est pas juste les artistes qui veulent aller travailler avec des scientifiques, il y a un appel réciproque, et du coup, c'est pertinent. Je te regarde, Julie. Du coup, j'avais envie que tu poses une question. Julie Sauret, qui a dirigé pendant plusieurs années une chaire art sciences remarquable à Paris, qui s'est malheureusement arrêtée récemment, mais à ce stade, et on a presque fini l'atelier, j'ai envie de te donner la parole par rapport à toutes ces thématiques, art sciences, photographie et sciences, et le travail de Maxime, te faire réagir. Non, après, moi, j'avais plutôt une question, mais auquel vous avez commencé à répondre. Mais effectivement, oui, la chaire art et sciences, c'est un programme expérimental entre Polytechnique et les Arts Déco au départ, mais on a fait beaucoup de partenariats. Et c'était pour impliquer des scientifiques dans le processus artistique qui ont parfois été... eux-mêmes ont développé une partie artistique, et puis parfois ils étaient plus en tant que conseil pour des artistes qui travaillaient sur des phénomènes scientifiques, mais effectivement on en voit de plus en plus. Et puis même, il y a beaucoup de lieux. Récemment, il y avait Fimenco qui avait fait une expo symbiose. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes. Marissa Radny, qui a une formation de biologiste et qui devient artiste. Enfin, il y a des choses très intéressantes dans ce champ-là. Et votre travail, en plus, je trouve le fait vous avez une formation d'ingénieur, mais le fait d'utiliser le matériau du sujet comme dans les photos que vous proposez est aussi très pertinent. Et j'allais vous demander pourquoi vous avez souhaité faire un doctorat, parce que c'est vrai qu'il y a même une interrogation aujourd'hui sur... il y a beaucoup de chercheurs scientifiques, CNRS ou autres, et finalement il y a beaucoup artistes contemporains qui ont une vraie démarche de recherche quand ça vous prend plusieurs années, etc. À terme, il y aurait quelque chose à faire peut-être sur le statut de l'artiste-chercheur qui est assez nouveau en France. La recherche-création, c'est très développé au Canada, par exemple, si vous vous intéressez au sujet, où beaucoup plus facilement ils font des projets mêlant ingénieurs, photographes, vidéastes et physiciens, par exemple. Donc, il y aurait beaucoup à dire, donc je ne vais pas monopoliser l'attention, mais moi, ma question, c'est aussi, est-ce que vous avez déjà votre sujet de... Il est public sur thèse.fr. Mais effectivement, oui, il y a un sujet. Je travaille sur le rôle de l'artiste-chercheur dans le récit de l'habitabilité. Donc, j'étudie ce que c'est qu'être artiste-chercheur. Donc, déjà, il faut pour en parler, pour savoir aussi pour moi, hein, c'est aussi pour ma pratique, quoi. Je me suis dit, plutôt que de me dire artiste-chercheur et puis de faire un truc comme ça, je dis ah ouais, je vais aller le chercher, le travailler. Je vais rencontrer d'autres artistes-chercheurs, chercheuses. Certains sont là, se reconnaîtront sûrement, et donc de chercher à comprendre en fait c'est quoi ce mot et qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait quoi à l'acte de création quand on travaille avec des scientifiques.
Et ça fait quoi au scientifique quand il a besoin ou quand il utilise, est-ce qu'il peut se servir de la création, et il y a quelle part de liberté, enfin, est-ce que c'est moins valable? Il n'y a pas besoin de classifier, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours ces questions qui se posent, mais justement, est-ce qu'il y a besoin de les poser ou pas? Donc c'est pour ça, pour aller creuser ce sujet. Et puis en même temps, bon, ça fait des années que je lis des choses sur ça et que j'avais envie de formaliser cette position, quoi, ce travail. Cette notion, cette position, cette artiste-chercheuse, est-ce que ça fait écho à tes travaux, Sylvie, Bono, Alice, Palot? Puisque vous êtes côte à côte, j'en profite à l'assistance de cet atelier Jean d'Image, on va quasiment conclure sur cette petite séquence, mais vous êtes côte à côte, j'y vois pas le hasard. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ce croisement Ah oui, puis je pense que proposé par c'est Maxime? présager de croisement à venir. C'était Sylvie Bono. Non, je pense qu'en effet, en ce moment particulièrement, on décloisonne énormément le médium de la photographie. Je pense que aussi, Philippe, avec la résidence 1+2, voilà, je pense qu'il y a eu un intérêt énorme dans le fait vraiment d'allier art et science, surtout depuis 10 ans, c'est comme ça en tout cas que je le perçois. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait une certaine alerte, notamment due aux problématiques environnementales, qui se fait en tout cas sentir et qui sont visibles de plus en plus, qui sont de plus en plus présentes, voilà, les feux notamment aux États-Unis, en effet là c'est criant de vérité, on ne peut plus reculer, on ne peut plus fermer les yeux. Donc est-ce qu'il y aurait une volonté à ce niveau-là des artistes d'aller collaborer avec des scientifiques pour avoir en effet un appui concret et légitime? Moi en tout cas c'est ce que je ressens dans la pratique et je pense Maxime aussi. Donc voilà, allons vers ce type de collaboration, je pense que c'est extrêmement porteur. Comme tu le disais, Philippe, comme on en a parlé avant, c'est vrai que depuis que je me suis établi en tant que photographe, c'était en début 2010, finalement, ces choses-là qui viennent naturellement, je les vois un peu tourner et se concrétiser aussi autour. Et effectivement, moi j'ai pu constater cette accélération de la part des artistes aussi, d'aller chercher ces sujets. Je pense que tout le monde en est tellement conscient. Quand j'ai lancé Climate Heroes, mon premier projet de jeune photographe, changement climatique, ça venait à peine de paraître dans la presse. Une fois, il y avait une couverture. En fait, le grand public, là, il ne connaissait pas vraiment ces sujets. C'était vraiment des scientifiques qui travaillaient sur des rapports, les premiers rapports du GIEC, etc. En 2021, quand j'ai exposé à la COP21, c'était le truc qu'il y avait partout, quoi. C'était 6 ans après, quoi. 2021, la COP21, c'était 2015. Donc 2010-2015, 5 ans après. Donc ça a fait un chemin énorme. Là, tous les jours, il y a de plus en plus de sensibilisation. C'est super. Il y a une vraie belle dynamique, un vrai bel engagement de la société civile aussi. Les artistes, comme on l'a dit, on est politique aussi. En fait, on a cette liberté qui est géniale. On n'a pas besoin, comme les journalistes ou les hommes politiques, on ne va pas se faire taxer d'avoir un agenda caché, économico-politique derrière. Nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas trop d'influence, et du coup, finalement, c'est cool. On a quand même une liberté d'expression, mais donc on peut aller exprimer des choses, et mine de rien, l'art a quand même un impact grand, donc important. Donc il faut arriver à jouer avec ça, je pense. La liberté a un prix. Je peux préciser quelque chose sur l'artiste-chercheur. Je pense qu'en fait, on a aussi besoin de gagner en compétences. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un mouvement vers une recherche scientifique ou technique. Et ce besoin de compétences, il s'explique aussi parce que le monde se complexifie, aussi par ces variables d'ajustement avec le réchauffement climatique, mais parce que je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est pas seulement de regarder et de montrer, mais aussi de démontrer. Et pour y parvenir, effectivement, l'expérience de l'image, l'expérience du terrain, l'expérience de l'analyse, en fait, de ce qui se passe entre les deux. Et en ça, on a une position, je pense, particulière. Voilà, c'est tout. On va presque conclure là-dessus. Quelques questions dans la salle. Le dernier mot t'appartiendra de toute façon, Maxime. Et puis après, si vous souhaitez, Maxime pourra vous montrer son ouvrage par adresse. C'est une question pour toi, Philippe. On a parlé assez rapidement, on a évoqué la résidence 1+2,
que tu as créé et qui tu as été assez précurseur puisque c'était résidence à 10 ans. Et donc, il s'agissait de créer des conditions de collaboration entre les scientifiques et les photographes. Et ce que je voulais savoir, c'était justement au terme de ces 10 ans, quelles sont tes réflexions sur la façon, sur cette collaboration justement, puisque tu as eu donc cette initiative, cette impulsion, mais comment les choses, au bout de ces 10 ans, quelles sont tes conclusions ou tes réflexions sur cette collaboration, comment elle se noue, comment elle se tisse, qu'est-ce qu'elle donne Merci. Merci, c'est bien. Donc, on ferme à 22h. Hein. Non, je vais faire très court. On n'a jamais travaillé ensemble, d'ailleurs. J'aurais beaucoup travaillé avec Maxime, avec Sylvie, avec Rager, j'ai travaillé avec Alice, mais c'est compliqué de répondre à ta question. Oui, il y a 10 ans, visionnaire, je ne sais pas, non, mais en tout cas, on m'avait dit, ça ne marchera pas. Les scientifiques n'ont pas le temps, ils ne sont pas là pour ça. Il va falloir les payer. Les artistes, ils n'ont pas les compétences, ils ne connaissent pas les mots. Ça ne marchera pas ton truc, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est trop lent. Et là, la résidence 1+2 va sûrement s'endormir doucement, donc s'arrêter pour quelque chose dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être. Et peut-être que c'est pas plus mal, puisque entre ces deux périodes, celle fondatrice et celle d'aujourd'hui, c'est passé 10 ans, tu m'as dit. Et peut-être que ce format de résidence quelque part à Toulouse, finalement, n'a peut-être plus son utilité, puisque c'est devenu comme une évidence. On a accompagné quasiment 60 projets, de manière, j'espère, plus ou moins des réussites et des choses qu'on a sûrement loupées. Mais maintenant, c'est devenu une évidence. Il y a toute une génération, on a cité presque une dizaine de noms, il y en a beaucoup d'autres. Donc peut-être que cette part de l'impulsion, on l'a faite. D'autres prennent le relais. On avait ce systématisme, oui, de faire venir des photographes qui n'avaient peut-être jamais rencontré des scientifiques. Je pense à Sandrine Hepburn, je pense des artistes qui débutaient dans un parcours, je pense à Alice Palot, Colin Jourdan, qui était expo au Rencontre d'Art cet été. Donc moi, j'estime que voilà, on a fait une petite équipe qui a évolué au fil des années, la part du chemin par rapport à cette histoire-là. Ça avait du sens à Toulouse, puisque c'est une ville où il y a des milliers de scientifiques, toutes disciplines confondues, mais je pense qu'on peut continuer à écrire cette histoire croisée, interdisciplinaire ailleurs. On va essayer de le faire ailleurs sous une autre forme. Mais voilà, moi j'ai aimé porter ces thématiques-là sans être spécialiste de quoi que ce soit dans ces thématiques, puisque ce n'était pas mon rôle. Mon rôle, c'était faire en sorte que les gens se croisent et se respectent, en sachant que artistes et scientifiques partaient de la même ligne de départ. Il n'y avait pas l'un des deux qui était plus important que l'autre. Et à partir de ça, du coup, on n'a jamais fait la communication de qui que ce soit. Et ça, cet espace de liberté, je rebondis là-dessus, je conclus, a été source de création et a peut-être participé à des carrières qui aujourd'hui sont, pour certains, ceux devant la scène affirmés, on y a contribué modestement, et pour d'autres, ça ne va pas tarder. Donc je pense qu'on a fait notre part du chemin, et c'est peut-être pas plus mal que les projets naissent, les projets disparaissent. C'est aussi fait comme ça. Et il vaut mieux se dire ça. De toute façon, ça rend modeste pour l'avenir. Voilà pour répondre. Merci pour ta question complexe. On a une autre question ici. Bonjour, et merci déjà de présenter ton travail, que je trouve très intéressant dans le fond et la forme. Je voudrais revenir sur ton travail que tu as réalisé à Paradise. Je voulais savoir comment tu t'étais préparé en amont, avant d'y aller. Alors j'ai plusieurs questions. Dans quel état d'esprit tu étais arrivé? Comment tu étais reparti émotionnellement et physiquement? Et je constate aussi qu'il y a une volonté d'exploration technique dans ton travail. Je voulais savoir si c'était la technique qui s'était adaptée à ta série, à ton travail, ou est-ce que tu as adapté ton travail à la technique que tu voulais amener. Voilà, après je vais... Tu as une question et tu as 5 minutes. Comment je suis allé à Paradise? La première fois, je rends hommage ici à une de mes mentors aussi, Valérie Fougérol, qui m'a dit il
t'as pas entendu parler de Paradise? Faut que tu ailles voir quand même, c'est dingue ce nom. Et je me dis, mais en fait, mais si j'ai enregistré, j'avais déchiré une page d'un journal. Je l'avais rangé, j'ai ressorti le truc, je dis, mais oui, je l'avais vu, mais pourquoi je ne suis pas allé déjà voir? Et donc, la semaine suivante, j'étais à San Francisco, je faisais mon repérage là-bas. Et du coup, pour la petite histoire, comment je me suis préparé? Très très mal. Je n'avais jamais utilisé la pellicule infrarouge. J'ai réussi, à force de recherche, à 2h du matin un jour, à tomber sur un site d'un gars qui avait coupé les pellicules à partir des rouleaux. Les rouleaux d'aérochrome, ils font 70 cm et 11 mètres de long. C'est des pellicules qui étaient utilisées dans les avions pour faire du repérage. Lui, il avait fait des rouleaux 120. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien demain à 8h m'envoyer par FedEx Express quelques rouleaux? Il me dit, bah, ça va te coûter 100 balles l'expédition. Et puis, j'ai dit, c'est pas grave. Et puis, il faut des filtres pour utiliser cette pellicule parce qu'elle est sensible à plein de trucs et tout. J'ai fait livrer les filtres chez un ami qui habite à San Francisco qui m'hébergeait le premier soir, en fait. Donc après, je suis arrivé à Paradise, j'ai mis mon filtre sur mon appareil, ma pellicule dans le boîtier, et j'ai jamais vu ce que fait cette pellicule, et je me dis, bon, bah, c'est parti, quoi. Après, il faut se faire confiance. Du coup, on n'a pas le choix à l'erreur, le droit à l'erreur, c'est le diapo, un diaph de latitude d'expo, sinon les rouges ils deviennent noirs, c'est compliqué. Je suis rentré et j'avais 40 bonnes images sur 50, quoi. Donc j'ai dit ok, ça marche, je ne suis pas totalement aux fraises, hein, c'est super. Et du coup après il fallait que j'y retourne et puis que je continue ça, quoi. Mais il y a une intuition, il y a une préparation, forcément des années de pratique aussi, quoi. Et puis il y a un lâcher prise après, parce que je ne voyais pas ce que je photographiais. Ça change selon si le soleil est en face, sur le côté, l'altitude, la hauteur du soleil dans le ciel, tout ça, ça change le rendu sur la pellicule. Le prochain infrarouge, on ne le voit pas avec les yeux, donc il fallait essayer de deviner, quoi. Donc ouais, c'était pas mal dans le noir, si on veut. Et puis après, est-ce que la deuxième fois, j'ai un peu mal préparé mon truc, hein, mais la deuxième fois, je savais mieux comment ça marchait, et du coup, j'ai pu aller chercher des choses plus précises. Mais bon, forcément, faut suivre à un moment donné un instinct, une intuition, et puis voir si ça marche, quoi. Et comme je disais, en fait, les deux sont liés. Pour moi, il n'y a pas la technique qui dirige ou la série qui emmène une technique. C'est que j'avais cette envie, je l'ai testée et elle m'a inspiré en cours de route. Donc on a évolué ensemble, quoi. Technique, oui, mais finalement, je suis obligé de l'oublier un peu, quoi, la technique, parce que je sais pas, c'est de l'argentique, je vois pas ce que je photographie, je rentre et je le vois un mois après, quoi. Voilà. Et émotionnellement, après un mois, la tête dans la fumée et puis dans la cendre et tout, quand je suis rentré en Europe, en plus ça brûlait partout autour du bassin méditerranéen, donc j'étais carrément déprimé de voir ça, et j'avais qu'une envie, c'était de prendre un bain et puis d'arrêter de sentir la poudre de la cendre dans les narines, quoi. C'était hyper dur à ce moment-là de voir la Turquie, l'Algérie, le Portugal, le Var, tout en même temps, quoi. Donc ouais, c'est pas facile. Donc c'est pour ça aussi, il y a des sujets, bon, les images sont belles et c'est chouette et tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie aussi d'ouvrir des choses plus douces. Là, je travaille sur la forêt, pas sur les feux, mais sur la forêt, parce que j'ai envie aussi de choses un peu plus heureuses, de trouver d'autres sensations, que les gens ont beaucoup valorisé le fait que j'étais à leur écoute. Certains ont eu besoin de mon oreille pour passer, pour faire le deuil de la perte, qu'ils n'avaient pas réussi à faire en 3-4 ans avant, des fois. Mais oui, c'est un poids aussi, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de leur rendre à un moment donné la confiance qu'ils m'ont attribuée. J'ai une question sur ça, justement, la relation avec les gens là-bas. Il y a eu beaucoup d'heures d'échanges et de prise de son. Ça dépend des fois. Des fois, en fait, par exemple, dans le film, parce que comme ça vous pourrez vous rappeler, le couple qui parle dans la caravane, je les ai vus beaucoup, je suis resté vivre chez eux 10 jours, 15 jours la deuxième fois. Donc on est devenus amis, etc. Il se trouve que le meilleur portrait d'eux que j'ai, c'est celui que j'ai fait dans les 10 premières minutes. Ils m'ont fait confiance directement, ils m'ont dit des choses que je leur ai dit, ok, est-ce que vous voulez bien que j'enregistre notre discussion? Je sentais bien que ça allait sortir, quoi. D'autres personnes, comme une dame qu'on voit au milieu des fleurs avec le t-shirt rose, on s'est vu 5, 6, 7 fois, on a fait des photos à chaque fois, et puis c'était la dernière fois que je lui ai dit écris-moi un texte, et elle m'a montré son texte, et j'ai dit wow,
Est-ce que tu veux bien me le lire? Parce que ça, c'est fort, quoi. Et c'est l'ouverture du film, c'est elle, quoi. Je trouve qu'effectivement, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait beaucoup de prises de son, beaucoup d'heures de prise de son, et si ça a été une sélection et un montage assez. Oui, j'en ai pas mal. Grâce à Philippe, j'ai fait quand même une résidence avec le Quai des Savoirs à Toulouse, c'est toi qui nous as mis en contact, où on a développé toute une expo interactive, 360, une capsule virtuelle de photos que j'ai faites. Grâce au soutien du CNAP, j'ai pu partir avec un appareil photo qui faisait des photos à 360, parce qu'en fait, ce que je voyais, c'était tellement fou. Je me suis dit, il faut que je fasse des photos pour nous permettre de nous immerger dans ces paysages. À un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Grâce à cette résidence, on a pu monter une expo virtuelle avec ces images et avec encore d'autres heures de rush de son que j'ai jamais exploité avant dans le film. 7 minutes, c'est cruel, il faut faire des choix vraiment durs. Oui, en tout cas, bravo pour la sélection et puis surtout bravo à eux parce que je trouve qu'il y a plusieurs fois des remarques qui sont extrêmement pertinentes et touchantes qui apportent beaucoup d'émotions à l'ensemble. Merci beaucoup pour tout ça. Je sens que vous avez continué la discussion autour d'un petit verre dans quelques minutes. Donc c'était l'atelier de Maxime Richer, vous avez compris, ingénieur, artiste, chercheur, alchimiste, philosophe, un peu poète. J'écris rien de très très bon là-dessus, je laisse les gens écrire pour moi si je peux dans les ouvrages. Merci Maxime d'avoir accepté l'invitation de Merci à la DGP, merci à Noé, à la technique, à la régie, et un petit pot à partager, c'est comme ça qu'on dit, Nathalie? Tout à fait.